Généticien, philosophe, essayiste, auteur de très nombreux ouvrages. Axel Kahn, on vous a finalement demandé de répondre à une question qui n'est pas facile en 20 minutes, mais quelle est la place de l'homme, de l'humanité, dans l'urgence écologique que nous vivons en ce moment? Merci beaucoup, Olivier Delagarde, de me poser cette question. Mesdames et messieurs, je commencerai par reprendre une affirmation par laquelle a pratiquement ouvert cette session le président des CCE, lorsqu'il a dit que cette notion qu'il y avait une urgence climatique, en particulier planétaire, écologique, posait un problème de l'ordre du progrès. Je vais tenter de vous démontrer qu'en fait, la prise en compte de ce souci écologique est l'une des conditions du progrès avec un grand P, c'est-à-dire du progrès humaniste. Tout d'abord, une première observation. Cela fait relativement longtemps que les êtres humains ont commencé de modifier l'environnement. Un exemple que tout le monde connaît est celui de l'île de Pâques, qui est habitée vers les ans 800, 1000, et qui, dès le XVIe siècle, connaît une crise écologique majeure avec disparition de la végétation, des sources de subsistance, entraînant un déclin dramatique de la population. Malgré ces phénomènes, l'ancienneté des crises environnementales, pour les différents peuples qui se réclament des religions des livres, en Occident, au Proche et au Moyen-Orient, l'attitude est caractérisée par une certaine insouciance du monde dont l'usufruit, en quelque sorte, aurait été accordé aux humains par leur créateur. Et de fait, à lire le début de la Bible, la Genèse, il est possible de l'interpréter ainsi. Je lis Genèse 1, 27, 28. « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et Yahweh ajouta, « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits, avec pépins et noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Vous pourrez disposer d'eux. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. » Et de fait, c'est bien ce que, durant des millénaires, 2 millénaires environ, les peuples ont fait. D'ailleurs, il faut reconnaître que le progrès dont a parlé votre président, qui naît dans sa conception actuelle au XVIIe siècle, et qui est vu comme le moyen pour nos semblables de se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. La citation est de Descartes, ainsi que l'optimisme progressiste du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, prolonge en quelque sorte cette bonne conscience de l'exploitation sans remords des ressources de notre planète, qui était déjà en quelque sorte légitimée par la Bible. L'origine du mot écologie est relativement récente, elle date fin du XVIIIe, XIXe siècle, mais surtout, l'écologie dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, celui d'une prise en compte des nécessités comportementales, politiques, que crée l'état du monde et le fait qu'il y a un état d'urgence
pour la planète ne date que de la deuxième moitié du XXe siècle. Et elle commence à s'exprimer en 1967, au lendemain de la catastrophe du Torrey Canyon. En France, on commence également à développer des discours écologiques à l'occasion d'une importante campagne, peu après, contre les risques qui sont attachés au développement d'un parc immobilier dans le parc national de la Vanoise. Ces dates sont importantes à considérer parce que, comparées aux religions multimillénaires, comparées au libéralisme qui date du XVIIe siècle dans sa conception philosophique et politique et plutôt du XVIIIe dans sa vision économique, comparé aux différentes formes du socialisme qui datent du XIXe siècle, la seule idée politique récente et neuve, c'est le souci écologique. C'est la seule idée politique vraiment neuve. Celui qui a, de manière la plus définitive, en tout cas la plus déterminante, posé les questions et fondé cette pensée, c'est le philosophe Hans Jonas, dans plusieurs de ses injonctions que je vous rappelle. Jamais l'existence ou l'essence de l'homme, dans son intégralité, ne doivent être mises en jeu dans les paris de l'agir. Ensuite, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et enfin, inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir. Dans son livre « Le principe responsabilité », d'où j'ai extrait ces injonctions, Hans Jonas nous rappelle cette observation d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la planète de nos parents, mais nous l'empruntons en réalité à nos enfants. Et il s'avère qu'elle est menacée de différentes manières par le développement de la technique et les nécessités de l'économie. Changement climatique, montée du niveau des océans, pollution, dégradation des sols, indisponibilité en eau potable renouvelable, progression de la désertification. Or, et c'est en cela que l'écologie devient une composante indispensable de l'humanisme et du progrès humaniste. La planète sera habitée par nos petits-enfants et leurs descendants, par les générations futures. Nous en sommes responsables de ces générations futures à un double titre. D'abord, par le fait que nous sommes à l'origine de leur procréation, mais également parce que nous savons très bien que ces générations seront évidemment des êtres humains dont la valeur et les droits seront exactement ceux dont nous nous prévalons nous-mêmes. Nous savons pour l'essentiel ressentir les mêmes joies, avoir les mêmes besoins que nos ancêtres, craindre les mêmes dangers. Eh bien, il en sera de même de nos descendants, auxquels Hans Jonas nous enjoint par conséquent, très logiquement, de léguer une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. C'est là une conséquence, vous le voyez, très logique d'une morale humaniste. Cette responsabilité envers les générations futures fonde le principe de précaution, répondant directement aux injonctions de Hans Jonas. Principe de précaution qui exhorte les décideurs à ne pas mettre en œuvre une innovation si elle récèle des
potentialités dangereuses, notamment pour l'environnement. Ce concept de principe de précaution, enraciné dans le principe responsabilité de Jonas, trouve sa première expression dans l'article 15 de la Convention de la Déclaration de Rio. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Et en France, c'est ensuite, en 1995, la loi Barnier. Et ce principe de précaution est maintenant un principe constitutionnel. Il est en fait, quand on y réfléchit, mais il faudra le discuter, assez évident. Et il fait partie de cette nouvelle vision du progrès dont je me suis réclamé, progrès humaniste. En effet, le progrès consiste en la mobilisation de l'intelligence humaine, des connaissances, de la science, des techniques et des richesses au service d'un projet garantissant le meilleur épanouissement de l'homme. Mais évidemment, de l'homme aujourd'hui, mais aussi de l'homme dans le futur. Cela signifie qu'une innovation technologique et sa traduction économique se doit non seulement d'améliorer un procédé, de produire plus de biens, d'être plus compétitif, mais aussi de garantir une meilleure sécurité aux consommateurs et aux utilisateurs, de façon plus générale, aux habitants de notre planète. La minimisation du risque de la sorte est incluse dans tout dessein de progrès humaniste. Cependant, j'ai cité le mot de risque. Le risque n'est pas une mesure quantifiable. Il n'en existe pas d'unité universelle. Et l'acceptabilité, le niveau du risque, ne peuvent s'apprécier que de manière comparative. Comparaison entre les risques de solutions alternatives, par exemple, une innovation versus le statu quo, une pratique traditionnelle versus une nouvelle manière de faire, ou bien alors le choix entre plusieurs innovations. Posée de cette manière, la question devient: quel choix apparaît le moins risqué? Pour produire de l'énergie, en sachant qu'ici l'économie sera toujours le moins risqué. Pour cultiver des plantes et nourrir la planète. Pour prévenir l'apparition de maladies. Il faut bien noter que, approché de cette façon, le principe de précaution n'est, bien entendu, pas une règle d'inaction. Le principe de précaution ne serait un principe d'inaction que dans le cas d'un monde à ce point parfait que tout changement s'avérerait nuisible. Mais qui croit réellement que notre monde soit un monde parfait? Les exemples sont en réalité innombrables où le progrès technologique est l'une des conditions d'un dessein humaniste. Dans le domaine de la santé, les vaccinations, même si elles comportent des effets secondaires possibles, sont le plus souvent très préférables à l'absence de protection contre les maladies fréquentes et graves. Toutes les sources d'énergie sont plus ou moins risquées, mais nous ne pouvons pas nous passer d'énergie. Puisque nous devons nous nourrir, il faut bien cultiver des plantes en quantité suffisante pour répondre aux besoins aujourd'hui et demain, aux besoins et aux goûts de la population. Dans le passé, ce sont des innovations qui ont permis d'accroître la production, autorisant à nourrir le monde. Je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais se le rappeler néanmoins.
Chaque méthode comporte ses risques, ses avantages et ses inconvénients, et l'appréciation du risque est forcément catastrophique. Dans le passé, concevoir le principe de précaution comme une volonté et une nécessité d'inaction eût été catastrophique et le serait également dans l'avenir. Mais l'avenir exige de comparer effectivement, systématiquement, avantages et risques potentiels de toutes les nouvelles manières de faire. L'appréciation du risque et de ses conséquences à moyen et à long terme sur l'environnement, sur les conditions de vie d'épanouissement des générations actuelles et futures, toutes les décisions qu'elles impliquent incombent évidemment à chacune et à chacun d'entre nous, mais, il faut le noter, demeurent fondamentalement irréductibles à l'autorégulation des marchés et procèdent de ce fait obligatoirement du concept de bien commun. Et c'est là, par conséquent, une question éminemment politique dans le sens national, international, de politique économique ou industrielle. Le pape François l'a rappelé en 2015 de manière éloquente dans son encyclopédie Laudato Si. Encyclique, j'ai dit encyclopédie, encyclique. Je lis ce paragraphe 190. Il faut toujours se rappeler que la protection de l'environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier, des coûts et des bénéfices. L'environnement fait partie de ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate. Une fois de plus, il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par l'accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus. Est-il réaliste d'espérer que celui qui a l'obsession du bénéfice maximum s'attarde à penser aux effets environnementaux qu'il laissera aux prochaines générations? Dans le schéma du gain, il n'y a pas de place pour penser au rythme de la nature, à ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être gravement altérés par l'intervention humaine. De plus, quand on parle de biodiversité, on la conçoit, hélas souvent au mieux, comme une réserve de ressources économiques qui pourraient être exploitées. Mais on ne prend pas en compte suffisamment et sérieusement, entre autres, la valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes et les cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres. Terminons cette introduction sur cette notion, l'homme et la planète, état d'urgence, par un rappel sur la responsabilité auquel Hans Jonas a donné le titre de son livre fondateur. La responsabilité est l'apanage de l'être humain. En tant que se revendiquant libre, il est conscient, quand il agit, qu'il aurait pu agir différemment et que par conséquent, il ne peut pas se dissocier de ce qu'il fait, non plus que des conséquences prévisibles de ses actions. Chacun d'entre nous est ce qu'il fait. La notion d'un homme qui serait un saint homme, d'une femme qui serait une sainte femme, mais dont les actions seraient extrêmement néfastes et nuisibles aux autres, n'est pas possible. Quiconque se comporte de cette manière ne peut moralement s'en considérer quitte. L'homme, par conséquent, et je l'ai rappelé, et vous le savez tous, même les climato-sceptiques, il ne s'agit pas ici, en l'occurrence, de rentrer dans ce débat scientifique
En dehors du climat, nous connaissons tous les problèmes de pollution, de désertification. Nous savons que l'état d'urgence a été décrété sur la planète. C'est exact, c'est incontestable. Il en va des conditions d'épanouissement des humains, dès aujourd'hui, et ceux de demain encore plus. De leur sort, celui de nos petits-enfants et de leurs descendants. Nous sommes de la sorte pleinement responsables. Merci. Merci beaucoup, Axel Kahn. Venez me rejoindre à ce desk, même si on a pris un petit peu de retard. Moi, j'ai quand même une question à vous poser, au-delà de tout le discours qu'on a entendu sur le progrès. Axel Kahn, l'être humain est un être très mal fichu. Quand un poulain, il faut quoi? Quelques heures à un poulain pour savoir marcher et se débrouiller dans la vie. Pour un être humain, il faut attendre 18 ans et encore avant qu'il arrive à voler de ses propres ailes. Grâce à son intelligence, l'être humain est parvenu à se protéger du monde, se protéger d'une nature qui lui était hostile, gagner en espérance de vie, gagner énormément en confort, réussir à dominer finalement le monde. Doit-il aujourd'hui, pour des raisons climatiques, renoncer à son mode de vie? La réponse est en réalité assez évidente. Pour quelle raison l'homme a-t-il ainsi dominé le monde à son profit? Pour manger à sa faim, pour se guérir des maladies. C'est évidemment pour vivre mieux, vivre plus longtemps, être heureux, s'épanouir. Dès lors qu'il observe qu'il existe des conséquences de ses actions qui remettent en jeu au futur ses conditions de vie, le plaisir qu'il trouve dans la nature, voire même, par certains aspects, sa santé, voire même l'habitabilité de certaines régions du globe, voire même la fourniture de nourriture suffisante avec la désertification. Alors, la même conception du progrès qui l'a amené à développer la médecine doit l'amener naturellement à prendre à bras le corps ce nouveau défi. Merci, Axel Kahn. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci à vous d'être passé par ce mondial des CCE. On va passer évidemment à notre première plénière avec nos débatteurs. Mais avant de les retrouver, on va d'abord retrouver les comédiens de guichet fermé. Non mais vous avez vu le thème de la première plénière? Ah oui. Ouais, l'homme et la planète. Réconcilier l'entrepreneur et la nature. Ah bah ça, un jour, il faudra bien y passer. Hein. Non mais attends, vous trouvez pas ça un petit peu bizarre qu'on démarre par ça, comme ça, au saut du lit? Ah bah il y a deux écoles. Soit ils ont voulu évacuer le problème d'entrée de jeu, hein, soit ils nous ont pris au saut du lit pour que ça passe mieux. Hein. Parce que tu crois que ça a été voulu, pensé. Peut-être même piloté. Mais par qui? Par qui? Qui nomme les conseillers au commerce extérieur? Le premier ministre. Voilà, oui, le Premier ministre. Mais c'est dingue! Non, mais je les entends d'ici. Allô, Charmy, ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être souhaitable, dans la continuité de la COP21, d'envisager de mettre à l'ordre du jour de votre mondial l'idée de réconcilier... Non, mais moi, attends, j'y étais, ça s'est pas du tout passé comme ça. Oui, tu fais bien de raccrocher. Non, ils ont choisi tout seuls. Hein. Ouais. Parce que c'est un thème important. Hein? Bien sûr. Et qu'il serait temps de s'en préoccuper. Oui. J'ai l'impression que ça ne te concerne pas, là. Hein. Si, je me sens aussi concerné qu'un type qui vote écolo et qui achète une perceuse fabriquée en Chine. Oui. En fait, d'un côté, tu te rends compte que le combat est primordial pour la planète, mais de l'autre, tu regardes ton... Mon ROI, Ouais. Return on Invest. Mais je comprends pas. Je pensais qu'aujourd'hui, avec l'empreinte carbone, on était obligés. Non, mais ça, non, c'est pas possible, ça. En Chine, ils relèvent pas les empreintes, ils sont trop nombreux. Donc pour vous, tout ça, c'est qu'une histoire de sous, quoi. Ah, officiellement, non. Officiellement, non, mais enfin, quand tu vois ce que les Bretons ont fait des portiques écotaxes, tu te dis qu'il doit y avoir un lien quand même, hein.
Parce que hein, dans écotaxe, t'as éco, puis il y a taxe aussi. Tu vois le rapport? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre. Attendre quoi? Eh bien, attendre que le développement durable ne coûte plus, mais rapporte durablement. Et alors, on attend comme ça, les bras croisés. Ben, on n'a pas tellement le choix. Hein. Tant que les Américains ont du pétrole, nous... Non, mais on bricole des trucs hein, pour faire patienter. Mais quel truc? Eh ben, quel truc des éoliennes, des Vélib, des films. Tiens, demain, vous l'avez vu demain? Hier. Non, demain. Oui, j'ai vu hier. Ah oui, pardon. Oui, eh ben demain, 1 million d'entrées. Eh ben, pendant ce temps-là, les gens se posent pas d'autres questions, ça dure 1 ou 2 ans, comme ça. Du temps que les types se demandent comment un gars il va faire pousser 3 tonnes de pommes de terre sur 1 mètre carré, ben, ils pensent pas à autre chose. Puis Nicolas Hulot nous a bien aidés. Hein. Ah oui. Ah oui. J'y vais. Oh, j'y vais pas. J'y vais. Oh non, j'y vais pas. Ah, j'y vais. Oh putain, j'y vais pas. Ouais, voilà, ouais, on attend quoi. Ah non, ça je vous le dis. Hein. Dès que les Américains ont trouvé comment fabriquer des panneaux solaires pas chers et comment faire 800 km dans une voiture électrique, là on s'occupera de la planète. Mais ça prendra peut-être 10 ans. Mais alors où est le problème? Ouais, puis, non, mais en plus 10 ans avec les États-Unis, on a pris l'habitude d'en avoir 10 ans de retard. Hein. En plus 10 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est incroyable, vous êtes battus d'avance. Pas du tout, pas du tout. Il y a des Français qui font du très beau business là-bas. On est même devant les Américains. Oui, c'est pas toujours le cas non plus, mais enfin, oui. Par exemple, rappelez-vous le Minitel et les premiers Macintosh. Bon, ben, en termes de look, ça se ressemblait quand même pas mal. Puis au final, il n'y a pas eu tellement de photos. Hein. Bon, moi je vais assister à la conférence et vous ne m'avez pas du tout convaincu là. Oh, bah, ça on a l'habitude. Non, mais c'est bien que ça soit le matin, parce que comme ça, ce soir, elle aura oublié. Ah, oui. Magali Mattesi, Dominique Bastien, Maxime Julia sur des textes de Jean-Louis Rapini, la compagnie Guichet Fermé.